Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content de vous avoir avec nous autres ce soir. Je souhaite quelque chose de bon. On va visiter notre programme ce soir est un petit peu différent parce qu'on a après le recorder en avance. Je vais être sur une vacance et je ne voulais pas manquer un programme. Ça fait, vous ne pouvez pas appeler à soir, mais je souhaite vous nous garder et rester avec nous autres. Notre invité à soir, c'est M. Philippe Gustin. On est bien content de l'avoir avec nous autres. C'était bien dur à l'avoir parce qu'il est très occupé. Ça fait, on a essayé plusieurs fois, mais on est bien content qu'il est avec nous autres. Bonsoir. Bonsoir. Et bien content que vous êtes avec nous autres. Mais moi aussi, Monsieur Richard, et merci de m'avoir invité plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, mais vous êtes ici, c'est ça qui compte. Ça fait, on va visiter un peu, dis-nous autres un petit peu de votre histoire. Je connais, vous venez de la Belgique. Oui. Autre que ça, je ne connais pas un temps, ça fait. Eh bien, je suis né dans un petit village en Belgique, dans le sud de la Belgique, pas loin de la frontière avec la France. Et j'ai été élevé dans ce petit village-là. On voyageait pas beaucoup à l'époque. Mon père était comme un clerk of court. On appelait ça chez nous le secrétaire de la commune, de la municipalité. Oui. Et il travaillait avec le maire et le bourgmestre, comme on l'appelle en Belgique. Le maître du bourg, bourgmestre. Bourgmestre. Ça vient de l'allemand, je pense. Et il avait aussi quelques vaches. Tout le monde avait quelques vaches, quelques poules, quelques cochons. Oui, pour la viande. Oui, pour la viande et les légumes dans le jardin et Oui. tout. C'est comme ça on vivait à l'époque. On n'allait pas au magasin tous les jours pour acheter tout ce qu'on devait manger. Hein. Et puis, quand j'avais terminé mon école secondaire dans la petite ville à côté, qui s'appelait Marche-en-Famenne, je suis allé étudier pour devenir professeur, maître d'école, Oui. à Namur, près de Namur, à Malone. Et à ce moment-là, quand on avait fini ses études, il fallait choisir en deux choses. Ou bien on allait dans le service de l'armée, le service militaire, Oui. ou bien on allait dans un autre service qu'on appelait service civil, dans un pays pauvre, en Afrique. Ah, on a appris. En Afrique. Et comme la Belgique avait été dans le temps le propriétaire du Congo, on appelait ça le Congo belge, le Congo Kinshasa, c'est là qu'on devait aller. On avait le choix seulement entre deux pays, le Congo Kinshasa et le Rwanda. Je suis allé au Congo, j'ai choisi ça parce que je n'étais pas trop intéressé de faire non, le service militaire. Et donc je suis parti 3 ans au Congo, j'avais 21 ans. Et là, j'ai rencontré du monde qui venait de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans. Ils étaient dans comment est-ce qu'on appelait ça? Ça avait été créé par le président Kennedy pour envoyer du jeune monde dans les pays. Le Peace Corps. Oui. Et c'était la même chose à peu près que le service que nous, on faisait. Pour la Belgique, les Français, c'était la même chose. Peut-être tout le monde faisait ça, peut-être les Allemands aussi, les Canadiens aussi, je pense. Oui. Ça fait qu'on a parlé beaucoup entre nous. Et ils m'ont donné l'envie, tout doucement, progressivement, de visiter la Louisiane, la Nouvelle-Orléans surtout, puisque c'est de là qu'ils venaient. Ils avaient apporté avec eux des tapes, des centaines d'heures de musique, surtout du jazz de la Nouvelle-Orléans. Ça fait qu'on écoutait ça le soir. On n'était pas dans une ville, on était affecté à une école et une région complètement rurale. Oui. Ça fait qu'on n'avait rien, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait même pas d'électricité. On avait un gros moteur qui faisait l'électricité le midi et le soir pour cuisiner, et c'était tout. 1 heure le midi et 1 heure le soir. On était vraiment dans ce qu'on appelait la brousse de bush. La campagne. Et donc on parlait beaucoup le soir, on n'avait rien d'autre à faire. Il fallait être un peu comme des raconteurs pour passer le temps.
Et ils m'ont tellement parlé de la Louisiane et de la musique de la Nouvelle-Orléans, et de la Louisiane aussi, pas juste le jazz, que ça m'a donné vraiment l'envie de venir en Louisiane. Et un jour, j'écoutais la radio de la France, parce que c'était un shortwave radio, Oui. et on pouvait capter ça de bien loin. Et j'ai entendu que la Louisiane avait besoin de maîtres et maîtresses d'école, qu'ils avaient commencé un programme pour commencer à nouveau à montrer le français dans les écoles. Ça fait que quand je suis retourné dans la Belgique, j'ai pris le train pour aller à Paris et j'ai été visiter l'office où ça recrutait les professeurs pour partir en Louisiane, et j'ai été choisi pour partir en Louisiane en 1974, 74. Oui. Et donc je suis arrivé en Louisiane avec l'idée de rester 9 mois, une année d'école, un terme d'école. Mais là, quelques mois plus tard, j'ai rencontré une fille de la Louisiane qui allait devenir ma femme, une Lafleur. Et donc je suis resté, et maintenant j'ai des enfants et des petits-enfants, donc ça fait 49 ans. 49 ans, vous êtes Cette ici. année-ci, il y aura un demi-siècle, Oui. l'année qui vient oui, déjà, ça un passe vite. demi-siècle, ça passe vite. Et puis maintenant, j'ai non seulement des enfants, mais des petits-enfants. Ça fait quand j'ai pris ma retraite, il y a quelques années, de la ville de Lafayette, le centre international, mes amis m'ont demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner en Belgique? Je dis, j'avais même pas pensé à ça. Non, je ne vais pas retourner en Belgique, ma vie est ici, maintenant Ouais, mes enfants sont ici, mes petits-enfants sont Tout la ici. vie, tout la Oui, vie. on ne va pas partir, ma femme est une Elle va pas Cajun, partir. elle ne va sûrement pas partir. Les Acadiens, ça part pas. Si je pars, il faudra vas partir être sans seul. ma femme. Ça Et donc, fait je suis resté. Quand vous êtes été au Congo, quoi c'était, vous êtes été après montrer à les jeunes ou les adultes? Non, c'était pour les enfants, c'était vraiment Les une enfants. école élémentaire Ah, et moyenne, comme Oui. middle school ici. Et c'était donc en pleine brousse, on devait aller chercher les élèves qui étaient tout éparpillés oui. dans la oui. campagne, parfois à 100 km de là. On avait un camion Oui. et on allait les chercher et les ramener à l'école, et ça restait là toute l'année scolaire, ça retournait pas Ça chez eux. retournait pas là. Parce que c'était tellement C'était- loin parfois, et il n'y avait pas d'autobus ou de train ou d'avion. Il y avait l'électricité à l'école ou pas? Il n'y avait pas l'électricité à l'école, non. Seulement le midi et le soir Et le pour soir. manger. Mais dans l'école même, quand on montrait le français ou l'histoire ou la géographie ou le calcul ou les mathématiques aux enfants, on n'avait pas d'électricité, donc il n'y avait pas de vidéo à leur Non, montrer, non, il n'y avait il y avait rien. comme ça, non. Vous autres les montrez en français ou En français. Ça, En c'était français, leur oui. langue. Leur langue à eux, c'était le lingala, Oui. mais la langue officielle du Congo à ce moment-là, c'est aujourd'hui RDC, République démocratique du Congo. Ça a changé plusieurs fois de nom, Oui. parce que après que j'étais là, ça a changé, c'est devenu la République du Zaïre, et puis il y a 10 ans environ, c'est redevenu la République démocratique du Congo. Du Congo. Et oui, ça changeait de nom bien souvent. Et le français était la langue officielle du pays. Le monde éduqué parlait tout le français. Le français. Le monde qui n'avait pas été à l'école parlait le lingala ou le swahili, ou ça, il y avait plein de langues régionales. Vous avez appris un petit peu de ces langues, de Oui, Swahili? oui, j'ai presque tout oublié à cette heure, oui. mais je parlais un petit peu, pas le swahili, non, le lingala. Je parlais un petit peu le lingala. Mais c'était en français que tout se faisait, Oui, oui. quand même. Et quand je suis arrivé dans la Louisiane, c'était pour montrer l'école aussi, mais j'ai rencontré James de Mangeau, qui était le président et le fondateur du Queue de Fil, et il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un dans l'office, est-ce que tu peux venir nous aider à l'office du Queue de Fil? Et c'est ça que j'ai fait, je suis allé les aider. Et quelques années plus tard, le directeur est parti, et il m'a demandé si je pouvais prendre la place du directeur du Queue de Fil. Ça fait que j'ai été le directeur pendant 10 ans, de 1979 à 89. Et puis alors en 89, la ville de Lafayette a décidé de créer le Centre international.
J'avais été dans le board, le premier board pour créer le Festival international, 2 ans avant ça, quand j'étais directeur du Queue de Fil. Et là, on a décidé de créer le Centre international et j'ai été invité à prendre la place de directeur. Et c'est ça que j'ai fait pendant presque 30 ans. Donc j'ai passé 16 ans au Queue de Fil et presque 30 au Centre international. OK. J'étais bien occupé, mais j'ai rencontré plein de monde et toujours du vaillant monde en Louisiane et Axat. Oui, il y en a plein. Du monde bien gentil, bien sympathique, comme on dit chez nous, et bien vaillant ici. Oui. Mais c'était une éducation pour aller au Congo quand tu étais 21 ans. Oui. Et pas d'électricité. Ça encore aujourd'hui, tu n'avais pas de téléphone, tu n'avais pas d'électricité. C'était juste... Mais j'ai bien aimé. Oui. Et dans tous mes voyages, j'ai toujours aimé tous les pays où je suis allé. Et j'ai toujours rencontré du vaillant monde partout. Je pense que si on est soi-même gentil, vaillant, etc., on va rencontrer du monde qu'il est aussi. Ça va dans les deux sens. Ça fait quand vous êtes venu à la Louisiane, vous avez commencé à travailler pour Queue de Fil ou vous avez été à une école? Non, j'ai jamais été dans une école. J'ai commencé tout de suite à l'office du Queue de Fil, dans les bureaux. C'était ici dans le centre-ville de Lafayette, pas loin du studio de... Oui. Et aussi, c'était à l'époque dans un bâtiment une bâtisse qu'on appelait la Parisienne. Vous avez connu ça, la Parisienne? C'était un magasin de vêtements pour les femmes. Vêtements et chaussures. Oui. Aujourd'hui, c'est le Juliet's Hotel. Oui, un hôtel. Et Carpe Diem, la place où on peut boire du café. Je travaillais, mon office était juste au-dessus de Carpe Diem. À l'étage, là. Et puis après ça, j'ai été travailler juste à côté dans l'ancien City Hall de Lafayette, l'hôtel de ville. Et puis après ça, le Queue de Fil a été installé dans le tout premier City Hall qu'on appelait la mairie, la vieille mairie. Là, c'était le bureau du maire et du chef de police. C'était tout petit à l'époque. Lafayette était tout petit aussi. Ça fait que je suis peut-être la seule personne ici à Lafayette ou dans la Louisiane qui a travaillé dans les 3 hôtels de ville, 3 City Hall de Lafayette. Parce que j'ai travaillé aussi dans le nouveau pendant 1 an, en attendant que l'ancien, le tout premier, ils faisaient des rénovations, des travaux pour arranger la bâtisse. Et quand ça a fini, on a déménagé là. Mais pendant 1 an environ, j'ai travaillé dans le bureau, l'hôtel de ville actuel. Bien intéressant, bien intéressant. Ça fait, je pense quand vous étiez jeune, vous n'aurez jamais cru que vous aurez fait votre vie dans la Louisiane. Non, ça c'est sûr, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on ne voyageait pas beaucoup. Il y avait toujours du travail. Quand on n'était pas à l'école, il fallait s'occuper des vaches, du jardin, Pendant l'été, on travaillait dans les fermes, dans les habitations, parce qu'ils avaient besoin d'aide pour couper le foin, le transporter, la paille, le blé, le froment, l'avoine pour faire le pain. Dans notre région, c'était surtout des cultures pour préparer la farine pour le pain et la cuisine, etc. Mais aussi pour donner à manger aux vaches. Il y avait les betteraves aussi. Ici, c'est la canne à sucre pour le sucre. Là, c'était les betteraves, beets. Sugar beets. Les betteraves de sucre. La canne à sucre ne poussait pas chez nous. C'était pas assez chaud. C'était pas assez chaud. Nous autres, vous avez travaillé dans l'agriculture toute votre vie, donc vous connaissez le sugar beets. Il y avait 2 catégories. Il y en a dans le nord des États-Unis. Il y avait deux sortes de betteraves, de beets. Il y avait les betteraves pour les donner à manger aux vaches. C'était des grosses betteraves, un peu rouges à l'extérieur. Et il y avait les blanches, et les blanches, c'était celles qui étaient cultivées pour le sucre. Pour le sucre. Vous autres mangez les betteraves aussi? C'était pas mangeable. Mangeable. Si, c'était pas si mauvais que ça. C'est un peu comme quelqu'un qui, dans le temps, cassait un morceau de canne à sucre et suçait le sucre. C'était mais il ne fallait pas manger ça tous les repas, sûrement. Et nous autres, on faisait la même chose. Parfois, on coupait une rondelle de betterave et on la mettait dans sa bouche. Si on avait bien soif, ça faisait du bien quand même, mais ce n'était pas vraiment mangeable.
Ça fait dans les proches 50 ans, vous êtes ici à la Oui. Louisiane. Qu'est-ce que vous avez changé dans notre culture et peut-être notre appréciation de notre culture et Oui. de la langue française? Well, quand je suis arrivé il y a 49 ans, il y avait plus de personnes qui parlaient le français qu'aujourd'hui. Oui, On dit qu'il y en avait à peu près 500 000 et aujourd'hui peut-être la moitié de ça. Mais le monde se cachait presque pour parler le français. Ils C'est étaient comme s'ils ronds. étaient un peu gênés, un peu embarrassés de parler Oui. le français. J'ai jamais compris vraiment pourquoi, mais le monde qui parlait français souvent n'avait pas été à l'école. oui, Les grands-parents de ma femme, des Richards, du côté de sa maman était une Richard, ils avaient une petite habitation du côté de, je crois que c'est dans la paroisse Vermillon où vous avez passé une grande partie de votre vie, c'est là que vous êtes né, oui, dans la oui, paroisse j'étais né dans Vermillon. la paroisse. Mermonto. Oui, oui, sur la rivière. Sur la rivière, c'était vraiment sur la rivière là. Ils n'avaient jamais été à l'école, ça parlait pas l'anglais, ça Oui. parlait juste le français. Et ma femme, elle est de la génération où les parents ne voulaient pas leur montrer le français à la maison. Ça fait Oui. qu'elle ne parlait pas le français, ou presque pas, quand on s'est rencontrés et puis quand je l'ai mariée. Ça fait que la première fois qu'on a rendu visite à ses grands-parents du côté de sa mère, à Mermonto, il fallait que je traduise pour elle, que je dise à ma femme quoi Vraiment? ses grands-parents disaient. C'est malheureux quand Oui, même. c'était hein. dommage. Et c'était pas rare, ça. C'était Non, pas non. presque tout le monde de leur génération qui vivait dans la campagne, dans le sud et le sud-ouest de la Louisiane, c'était comme ça. Ils n'avaient pas été à l'école, ils n'avaient Oui. pas appris l'anglais. Ça fait que il y avait plus de personnes qui le parlaient, le français, le vieux français, cajun ou créole, mais comment dirais-je, ils étaient un peu embarrassés, ça se cachait. Quand il y avait du monde qui parlait français entre eux et qu'un étranger arrivait, un étranger comme moi, puisque j'étais pas né dans Louisiane, Oui, ça essayait de parler l'anglais. Ça le parlait mal, oui, mais ça passait quand même à l'anglais au lieu de continuer à parler le français, parce ils pensaient qu'ils parlaient pas un français, mais le cajun. oui, J'ai eu des bons amis qui me disaient toujours, on a compris que le français qu'on parlait, le cajun qu'on parlait, était du français quand on a été au Québec, ou en France, ou en Belgique, et qu'on a rencontré du monde de là qui parlait le français et on s'est compris. oui, oui. Ils nous ont compris et on les a compris. Et là, on a dit, well, le cajun, c'est du français. C'est un bon- Avant ça, c'est un ils bon pensaient nom. que c'était une langue complètement différente. Oui, oui, et ça croyait que c'était pas une bonne langue. Ça croyait, ça. oh, nous autres, on n'a pas d'éducation, on est pauvres, c'est Oui, pas une belle oui, langue, oui. on ne veut pas parler Oui. de ça. Mais moi, j'étais né dans la paroisse Vermillon, vous de la Belgique, Oui. et on se comprend. Oui, oui, le monde dit parfois le mot Astor. Il y a plein de mots dans ce Oui. magnifique livre. Ça, c'est Oui. quelque chose, je m'en sers beaucoup, souvent, parce que il y a quelques jours, avec mon ami Christophe Pilu au Centre international, on faisait une traduction de l'anglais au français et on cherchait comment dire le mot cypress, bold cypress. Oui, Ça fait qu'on a regardé là-dedans et c'est des cypres, Des pas des cypres. cyprès, des cypres. des cypres. Et dans les cypres, il y a des cyprès chauves. Mais le monde nous dit parfois que tous les mots ici, c'est parlé seulement dans le sud de la Louisiane. Le mot Astor, Oui, on parlait ça dans les campagnes tout partout en Belgique ou en France et peut-être aussi au Canada, parce que qu'est-ce que ça veut dire, Astor? Ça veut dire Oui. this time, à 7 heures. oui, oui, C'est une contraction de à 7 heures, c'est du français. oui. Du vieux français, on ne dit plus Astor aujourd'hui, on pourrait dire à ce moment-ci, Oui, mais c'est du français. Et c'est un peu la même chose avec beaucoup de mots, sauf les mots qui sont venus de l'espagnol, oui, l'agnac par exemple, ou les mots qui sont venus des sauvages, comme on les appelle ici, des Amérindiens. oui. J'ai prononcé le mot sauvage devant des Français l'autre jour, ils étaient
horrifié. Il dit, on ne peut pas dire ça. Je dis, mais c'est comme ça se dit ici. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on le méprise, c'est juste le mot. C'est le mot. Ouais. Oui. Et ces mots-là, évidemment, on ne les trouve pas en France ou en Belgique, peut-être au Canada, parce qu'il y avait il y a encore des Premières Nations, là ils les appellent les Premières Nations, First Nations. Oui. Ça fait que dans les campagnes, on ne parlait pas comme en ville, hein. On avait des mots, des vieux mots, ou des mots qu'on utilisait pour l'agriculture, par exemple, qu'on n'usait pas dans les villes, dans les milieux urbains. Oui, oui. Et moi, je trouve il y a des mots qu'on parlait à la paroisse Vermilion qui est différent Absolument. dans la paroisse Évangélique ou la paroisse Saint-Martin. C'était, on n'allait pas loin de la maison, ça fait on avait des petits mots et d'autres affaires, on se parlait. Regardez la différence, des fortes différences entre cette région-ci et la région du sud-est, Houma, Thibodeau, etc. Pas juste le langage, la musique aussi. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du chanteur, il est plus vivant aujourd'hui, Vin Bruce. Oui. Vin Bruce faisait du country music en français. C'était pas vraiment la même chose que la musique cajun du sud-ouest de la Louisiane. Oui. Et il y avait des mots différents également. La musique est différente, la langue. Ils vivaient d'une manière un peu différente. Ils ne mangeaient pas exactement comme chez nous aussi. Oui. Aujourd'hui, on se ressemble de plus en plus parce que ça, on voyage beaucoup. Oui, oui, c'est très... Mais dans le temps, il y avait des différences sur 10 000 ou 20 000. Oui. Il ne fallait pas aller loin pour voir des différences comme ça. C'était pas... Et c'était la même chose dans nos pays aussi. Le monde ne voyageait pas comme aujourd'hui. Oui. Et puis on travaillait tout le temps. On devait travailler. C'est vrai. Pendant l'été, comme je disais tout à l'heure, on travaillait sur les fermes, les habitations, et c'était juste le dimanche. À la main, oui. Oui, mais ça prend un tas de temps. Oui, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas comment la vie était différente et plus difficile dans le temps. Moi, je crois que c'est pour ça qu'on garde à notre grand-parent et on dit... Ils étaient juste 60 années, mais on dirait qu'ils étaient plus vieux. Mais ça travaillait dehors, tout le temps dans le soleil, quand ça rentrait dans la maison, c'était toujours chaud. Oui. Et ça fait, c'était une vie un tas plus dure que nous autres. Ça fait... Quand vous étiez jeune dans la paroisse Vermilion, vous aviez déjà l'air conditionné dans la maison? Ça, je me rappelle, oui. On a bâti une maison dans 1960 et on a mis l'air conditionné. Avant ça, je pense que non, mais j'étais jeune, je ne connaissais pas. Oui. Ma femme non plus, la première maison où elle est née, il n'y avait pas, c'est une vieille maison en bois, il n'y avait pas la climatisation, l'air conditionné. Quand j'étais en Afrique, on n'avait sûrement pas l'air, on n'avait pas d'électricité. Si on ne l'avait pas, on ne manquait pas. Exactement. Ça fait comment notre use de la langue française a changé dans les 50 ans ou les 49 ans. Vous êtes ici, on est plus fiers de notre langue? C'est ça qui a changé le plus. Quand je suis arrivé pour travailler au Code de Fil, le monde était embarrassé de parler le français, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il fallait vraiment encourager le vieux monde à le parler. Et les jeunes ne le parlaient presque pas. Même chose avec la musique, les jeunes ne jouaient plus la musique. On croyait que c'était du tchenk, c'est ça on disait, comme moi j'étais jeune, on ne voulait pas attendre ça. J'ai pris un café il y a quelques jours avec mon ami Barry Ancelet, et on se rappelait les premiers festivals acadiens qu'on a organisés. Le tout premier c'était au Blackham Coliseum, les deux premiers je pense. Et puis on a décidé, il n'y avait pas assez de place, il y avait de plus en plus de monde, de mettre ça dans le parc Girard. C'était tout du vieux monde qui jouait la musique. Et 10 ans après, ça avait complètement changé. C'était la moitié des groupes étaient des groupes de jeunes musiciens. Ça a changé vite, très rapidement. La même chose avec la langue. Ça a pris un peu de temps, mais ça a changé vite. Et aujourd'hui, avec les programmes d'immersion dans les écoles, les jeunes commencent encore à parler le français. Je suis allé la semaine dernière à l'école Myrtle Place. Et il y avait des musiciens de la France qui étaient là et qui faisaient un petit concert avec les enfants. Et après la musique, ils ont dit aux enfants, est-ce que vous avez des questions pour nous? Les enfants ont commencé à poser des questions, tout en français.
c'est bien. Les musiciens de la France leur répondaient en français et ça comprenait. J'ai été vraiment impressionné par ça. C'est formidable, C'est oui. formidable, oui. Oui. Oui, c'est bien. Quand moi je visite avec les jeunes, c'est pareil comme à l'école. Les jeunes sont pas peur d'essayer à parler. Si ça fait une erreur, ça Ouais. fait une erreur. Mais quand on est plus vieux, on veut pas essayer parce on veut pas faire Oui. une erreur Oui. et c'est dommage. Oui, oui. Et c'est ça qui a changé. Alors, peut-être qu'on a moins de personnes qui parlent le français aujourd'hui, mais c'est plus visible Oui. pour moi. Oui. On l'entend un peu partout, les gens ne se cachent pas pour le parler comme dans le temps. Oui. Alors, est-ce que ça va pouvoir continuer? C'est pas facile parce si on était à côté du Québec, au Canada, on aurait des échanges tout le temps, on irait dans les magasins là-bas, ou Oui, oui. dans les boutiques où ça parle le français, on aurait des programmes, plus de programmes à la télévision ou à la radio en français, on aurait les gazettes, les journaux en français. Et ici, on est loin des pays qui parlent le français. On est plus proche des pays qui parlent l'espagnol. Oui, c'est vrai. Et on C'est a vrai. de plus en plus des personnes qui parlent espagnol ici, Oui. qui viennent surtout du Mexique et de l'Amérique centrale. Je dis souvent qu'on devrait faire la promotion du français et de l'espagnol en même temps. Il ne faut pas obliger le monde d'ici à choisir entre le français et l'espagnol. Oui. Dans les écoles, par exemple, si on pouvait commencer l'immersion en français dans les écoles élémentaires, et puis quand on arrive à l'école moyenne, leur montrer l'espagnol. Les deux langues se Ils sont ressemblent très prêts, fort, oui, bien oui. similaires. Et au high school, au lycée, leur montrer, continuer avec les deux langues, comme nous on faisait en Belgique et en France et dans tous les pays en Europe. On apprenait 2 ou 3 langues en même temps. Oui, c'est ça qui est dommage. Les Américains croient qu'on a juste besoin d'une langue. Ouais. On veut juste parler l'anglais, mais Je vois d'ailleurs avec les parents, beaucoup des parents des enfants qui viennent du Mexique, les parents qui parlent espagnol, ils mettent leurs enfants dans des programmes d'immersion en français parce qu'ils savent qu'à la maison, ils vont continuer à ça va parler continuer l'espagnol. l'espagnol. Tout partout, c'est en anglais, à la télévision surtout, les jeux vidéo, Oui, etc. Et puis là, ils vont apprendre le français, ils vont devenir trilingues. Oui, Vous vous souvenez les vieilles pancartes du Code de fil qui disaient « Un homme qui parle deux langues vaut 2 hommes ah, ». Voilà, qui parle 3 vaut langues vaut 3. Oui, oui. Et eux, ils ont compris ça. Ils sont intelligents. Ils mettent leurs enfants dans des programmes dans les de tours. français. On devrait faire ça pour tout le monde. C'est bien intéressant. Oui, c'est une Parce bonne que idée. l'espagnol est nécessaire ici aussi. On va faire Oh, de ouais. plus en plus de Ouais. commerce avec le Mexique, par Oui, exemple, que de la France qu'avec ou le du Canada ou la France. Oui. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça fait, vous avez travaillé à Courville, là, vous avez été au le centre international. C'était différent de job et différent Oui. pratiques. Oui, c'était beaucoup différent. Au Codophile, on parlait tout le temps français. Au Centre international, je dirais que c'était moitié-moitié entre le français et un peu l'espagnol aussi. Oui. À cause du commerce, Oui, des la affaires, commerce, du business. C'était ça qui était important. Au Centre international, on faisait surtout ce qu'on appelait des missions commerciales, c'est-à-dire des voyages avec des compagnies privées pour vendre des produits faits en Louisiane et surtout des compagnies de l'huile, du secteur du pétrole. C'est ça qui a fait la fortune à Lafayette et dans la région de Lafayette. Et c'est ça qu'on exportait le plus. Pas seulement les machines, l'équipement, mais aussi ce qui est dans la tête du monde, l'expérience. Oui, l'expérience. Parce que le deep offshore, l'huile dans la mer, c'est ici que ça a commencé, dans le golfe du Mexique. Oui. Oui. Et le monde pouvait le montrer partout ailleurs, au Mexique ou au Brésil ou en Afrique. Oui, absolument. J'ai un beau-frère qui a travaillé dans l'huile et il a été travaillé dans plusieurs pays dans le monde entier, en Algérie, en Afrique, Azerbaïdjan,
Oh. pour sa compagnie, Baker Hughes, je pense. Il allait Oui. partout dans le monde. Oui. Oui. J'en ai un autre dans la famille de ma femme qui travaillait ici en Louisiane, mais aussi à Trinidad. Ah. Vous savez, la connaissance de l'huile, du pétrole, a Oui. permis à du monde, à plein de monde, des milliers et des milliers de personnes dans la Louisiane d'avoir des bons jobs et d'aller travailler un peu partout dans le monde. Oui, ça peut. C'était ça qu'on faisait plus au Centre international. Au Cœur de Fil, c'était les écoles, les professeurs qui Oui. venaient de la France, du Canada, de la Belgique, quelques-uns de la Suisse, quelques-uns de l'Afrique aussi. Il fallait s'occuper d'eux, être sûr que tout allait bien pour eux. Et puis toutes les activités en français, la musique, le cinéma, les conférences, lectures, etc. Oui, oui. Au centre, c'était à la fois la culture, le tourisme et le business. C'est bien intéressant. On appelait ça International Trade, Oui. le commerce international. Commerce international. Ouais. Ça peut ça. Et ça continue. Et vous, avec l'agriculture, vous aviez peut-être aussi un peu de commerce international hein, dans Oui. la Louisiane. Oui. Est-ce qu'on vendait du sucre dans des autres pays? Du sucre de canne? Oui, je pense. Je pense, C'était, il y avait toutes sortes Oui. d'appels. Je sais qu'avec les écrevisses, Oui. quand j'ai découvert les écrevisses ici, parce que j'en avais jamais vu autant que ça nulle part dans le monde, on a essayé d'en exporter dans d'autres pays. Et on en a exporté en Belgique et en France pendant quelques années. Mais là, c'est devenu tellement populaire, pas seulement en Louisiane, mais dans tous les États-Unis, d'abord au Texas. Il n'y en a pas assez. On les mangeait et aujourd'hui. tout. Il n'y en a plus assez pour Non. les exporter Non. ailleurs. Non, Mais non. je pense que c'est bon, je ne connais Ouais. pas. Ça fait, je connais, vous a venu à la retraite, mais vous êtes toujours bien occupé. J'essaie. Comment vous passez votre temps à cette heure? Well, la première année que j'ai pris ma retraite, j'ai eu vraiment des difficultés. C'était pas facile de m'adapter à. C'est qu'on a, comme vous, on s'est levé tous les matins Oui, à 6h, 6h30, Mettre une partir au cravate, travail, mettre oui. une cravate, la veste et la cravate, et puis partir au travail. Et pour moi, ça a toujours été au centre-ville de Lafayette. Et puis soudainement, du jour au lendemain, on n'a plus rien, plus personne pour prendre un café avec le matin. oui. C'est ça qui manquait le plus, une place où aller le matin Vous visitez avec le monde. et visiter et parler avec le Oui, monde et oui. travailler aussi, bien sûr, mais surtout Oui. visiter. Ça m'a manqué beaucoup. Ça fait que, heureusement, on m'a téléphoné. Tu peux venir nous aider à faire ceci. Par exemple, je parlais tout à l'heure des traductions de l'anglais au français. Christophe et moi, on travaille parfois ensemble pour faire des traductions. Pas pour être payé, c'est Non, pas pour non. faire de l'argent, c'est pour aider le monde. L'Office du tourisme de Lafayette ou de la Louisiane ou de la paroisse Vermillon Oui. veut mettre leurs affaires de promotion en français, bon, on va les aider. Ça fait que j'ai commencé à faire ça avec Christophe au Centre international. Je faisais partie du board du Cœur de Fil, le conseil d'administration du Cœur de Fil, plus à cette heure, mais j'ai été sur le board pendant plus que 20 ans. Il y avait beaucoup de réunions et aussi du travail à faire pour aider le staff au Oui. Cœur de Fil. Et puis alors, un jour, j'ai rencontré Mavis Pruget à Arnaudville, Oui. et elle m'a parlé de ce qu'elle voulait faire avec le vieux hôpital d'Arnaudville, qui était à la limite vraiment entre les paroisses Saint-Martin Et Saint-Landry. et Saint-Landry. Et donc ça appartenait aux deux paroisses. Oui. C'était gouverné par le gouvernement de la paroisse Saint-Martin, mais aussi le gouvernement de la paroisse Saint-Landry. On a acheté la bâtisse et puis là, il a fallu faire beaucoup de travaux, mettre un nouveau toit, etc. C'est pas encore fini. Non. Ça fait, pour Mavis Fruget, ça fait plus que 10 ans qu'elle travaille là-dessus. Tous les jours. Avec pas un tas d'argent. Non, elle dépense son argent à elle. Oui, oui. Plutôt. Elle a eu l'aide de Cindy Allemand. Je ne sais pas si vous connaissez Cindy, mais Cindy a beaucoup de talent dans les mains. Elle peut faire n'importe quoi. Elle peut réparer les lumières, elle peut faire un nouveau mur ici, elle peut construire une table. Elle est incroyable, vraiment incroyable. C'est tout le contraire de moi. Moi, je suis
pas adroit avec mes mains, du tout, du tout. Pas avec le marteau. Non, oh non, si j'ai un marteau, je suis sûr que Les doigts dans quelques minutes, il va atterrir sur mon doigt, un de mes doigts. Et avec Sidney et Mavis, on a fait beaucoup, beaucoup de travail, mais il en reste encore beaucoup à faire. Et j'espère qu'un jour, on aura, dans les années qui viennent, peut-être déjà l'année prochaine ou l'année suivante, on aura une place où faire de l'immersion en français, comme à Sainte-Anne, au Canada. Oui. On a plein, peut-être des milliers de Louisianais qui sont allés étudier au Canada. C'est Oui, bien, c'est oui, bien. Mais ce serait encore mieux s'ils pouvaient étudier le français et le pratiquer ici dans la Louisiane. Ici. Ça fait comment longtemps passé l'idée de Saint-Luc a commencé? Pour Mavis, Madame Fruget, ça fait, je crois, 12 ou 13 ans. 12 ou 13 ans. Et ça a pris plusieurs années pour convaincre le gouvernement de la paroisse de vendre la bâtisse. Oui. Mais ils n'étaient pas prêts à user la bâtisse. Non, elle est vide depuis 12 ans. Et une bâtisse qui est vide, Oui. ça s'abîme vite, très vite. Bien vite. C'est pour ça qu'on a tant de travaux à faire aujourd'hui. Alors là, Dr. William Arsenault, qui est de Scott, comme oui, vous. je le connais. Vous le connaissez, oui? Oui. Quand James de Mongeau était vivant, il a demandé à Bill, William Arsenault, à Bill, de créer une fondation. Parce que l'argent qui venait de l'État de la Louisiane pour le Code de fil, c'était jamais assez. Il n'y avait jamais assez. Surtout pour aider les jeunes à aller étudier au Canada ou en France ou en Belgique, et surtout les futurs maîtres et maîtresses d'école. Fait qu'on a créé des bourses d'études, des scholarships, avec la fondation. Mais pour ça, il faut ramasser de l'argent d'abord. Oui. Et pour ramasser de l'argent, il faut parler avec beaucoup de monde et des corporations et des fondations et toutes sortes d'affaires comme ça, faire des dîners pour ramasser l'argent. Et ça fait que je suis devenu membre du board de la Fondation Louisiane. Au premier temps, ça s'appelait la Fondation Codefilm. On a changé le nom parce que le monde nous disait parfois, mais pourquoi tu veux que je donne de l'argent au Codefil? C'est une agence de l'État de Louisiane. On ne donne pas de l'argent à l'État de la Louisiane. Oui. On doit déjà payer ses taxes. On paye les taxes. Oui. Mais comme les universités qui reçoivent de l'argent de l'État, il y a aussi des fondations pour les universités, parce qu'il n'y a jamais assez d'argent. Jamais assez. Ça fait qu'on a créé la fondation, mais on a changé le nom de Fondation Codefil en Fondation Louisiane. Oui. Et je suis devenu, il y a quelques années, le vice-président de la Fondation Louisiane. Et puis quoi d'autre? Je suis sur plusieurs boards comme ça. Oui. Et aujourd'hui, je dis toujours, je travaille gratuitement. Je ne demande pas de l'argent pour le faire. Je donne mon temps. Parce que quand j'étais au Queue de Fil et au Centre international, il y avait plein de monde qui venait m'aider aussi, des volontaires, des bénévoles, comme on dit en Belgique ou en France. Des volontaires qui venaient m'aider. C'est le temps maintenant pour moi de faire la même chose, de donner mon temps à moi. Bien bon, bien bon. Ça fait vous avez toujours de la famille au Belgique? Oui, j'ai 6 frères et sœurs. Oh, ok, grosse famille. Grosse famille, peut-être pas aussi grosse, ma femme c'était 9 enfants. Oui. Et en Louisiane, parfois ça montait jusqu'à 12, 13, 14 et 15. J'ai rencontré quelqu'un qui avait 14 frères et sœurs de la même maman. C'est presque pas croyable, ça. Non. Chez nous, c'était des grosses familles et aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit. De 2, 3, 4 maximum, frères et sœurs. Ils sont tous vivants encore. Je suis le plus jeune. Il y en a un, malheureusement, qui est décédé il y a 2 ans. Mais sinon, tous mes frères et sœurs, mes autres frères et sœurs sont toujours vivants aujourd'hui. Et j'ai 35 ou 36 neveux et nièces. Je ne vais pas vous dire le nombre de petits-neveux et petites-nièces, parce que ça, c'est plus... Si vous êtes plus jeune, il y en a de votre frère et sœurs qui étaient plus vieux, qui avaient proche les enfants à votre âge. Absolument. Ma sœur est née à 85 ans. Et donc, mais on se suivait quand même assez proches les uns des autres. C'était presque tous les 18 mois à peu près. Ça fait, je retourne encore, ou bien eux viennent ici, de moins en moins avec l'âge.
Oui, oui, c'est dur. Et c'est moi qui retourne une fois ou deux par an en Belgique pour visiter la famille et les amis. J'ai gardé beaucoup d'amis au Canada aussi. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'amis, mais surtout en Belgique et dans la France. La Belgique, c'est un petit pays. Et comme je disais tout à l'heure, je suis né vraiment tout près de la France, à 20 000 de la frontière de la Belgique, mais près de la France. Oui, absolument. C'est bien. Ça fait que j'aime retourner en Belgique de tous les temps en temps, comme on dit dans la chanson de Clifton Chenier. Tous les temps en temps. Ça fait, après, votre femme qui parle français quand elle était jeune, je pense, elle a marié quelqu'un qui parlait elle parle le français à cette heure. Elle parle français à cette heure parce que, surtout à cause de ma maman, quand mon père est mort très jeune, à 66 ans, 67, il venait de prendre sa retraite, il n'avait jamais été malade, et puis là, malheureusement, il a eu un cancer, et il est parti en quelques mois. Ma mère est morte seulement à l'âge de 93. Donc il y a eu 30 ans à peu près, pendant lesquels elle était seule. Elle était une veuve. Et oui, elle était une veuve, et elle venait tous les ans ici pendant 4, 5, jusqu'à 6 semaines, surtout quand les enfants étaient jeunes, elle s'occupait des enfants, mais elle ne parlait pas l'anglais. Et donc ma femme a dû se débrouiller avec elle, et ça l'a motivée de plus en plus pour apprendre le français, pratiquer son français. Et là, elle le parle assez bien aujourd'hui. Et on essaye de le parler avec les petits-enfants. Oui, votre enfants parlent le français? Mes deux fils parlent le français. Pas parfaitement, ils peuvent pas l'écrire bien, mais le parler, ils parlent assez bien. Écrire et lire. Et tous nos petits-enfants sont dans des programmes d'immersion en français, à Lac-Charles et ici à Lafayette. Le plus jeune, 4 ans et demi, il vient de commencer à l'école Prairie. Oui. En français. Et tous les jours, quand on va la ramasser 2 fois par semaine à l'école. Il nous dit quelques mots de plus en français. Mais il peut continuer à pratiquer, c'est ça. Oui. Il y en a des jeunes, ça va à l'école immersion, mais là, après l'école, ça ne se pratique pas. Oui. Et c'est ça qui est la chose la plus importante pour que le français continue dans la Louisiane. Si on le parle juste à l'école, ça va être difficile. Ouais. Il faut le parler en dehors de l'école. Heureusement, il y a la musique. Et les jeunes qui ont appris la musique cajun, et la plupart des chansons ont des paroles en français, fait qu'ils sont encouragés à l'apprendre également. Mais si on pouvait utiliser le français dans le business, ça aiderait, dans les affaires, ça aiderait beaucoup. Il faudrait que tout le monde qui travaille dans les hôtels et les attractions de tourisme, vers Millonville, village acadien, les balades en bateau sur le lac Martin ou sur la Tchèvela. Ce serait bien si tout ce monde-là parlait les 2 langues, parce qu'ils ont plein. J'ai emmené samedi matin au lac Martin des amis qui voulaient faire le voyage en bateau sur le lac Martin. Il y avait 17 places dans le bateau, c'était tous les 17 des Français. Tous les 17. Il y a plein... à Tabasco, récemment, on était là avec des autres amis. Le monde à côté de nous, au restaurant, c'était des Français aussi, ou des Québécois. Le jeune Indien qui est le propriétaire il s'appelle Ravi Dagulai, c'est le propriétaire de la Maison Mouton. Je ne sais pas si vous connaissez la Maison Mouton, pas loin d'ici. Il me dit que plus que la moitié de ses customers, de ses clients, viennent de la France ou de pays francophones. On ne s'imagine pas. C'est incroyable. Il y a un tas de monde. Tous ces business n'existeraient pas si ce n'était pas pour le monde qui vient de ces pays où on parle le français. Ça fait que je trouve qu'on devrait faire un effort dans les offices de tourisme et toutes les attractions pour être bilingue. Et peut-être que si on avait la place à Arnaudville, pour apprendre, leur donner une place où ils peuvent venir le week-end, par exemple, le samedi ou le dimanche, pour apprendre le français, peut-être qu'il y en aurait plus qui parleraient. Ça serait... c'est bon, ça va arriver. Vous êtes confiante que Saint-Luc va...
c'est pas quand, mais je veux dire, c'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Quand ça va arriver. Il faut le faire. Oui. Madame Fruget et Madame Allemande, dont je parlais tout à l'heure, elles ont fait trop d'efforts pour qu'on n'arrive pas à le faire. Et on va le faire. On va le faire. C'est décidé. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça peut, l'État veut aider avec un petit peu de l'argent? Oui, on a eu beaucoup d'aide de plusieurs membres de la législature, surtout de la région de Lafayette, et surtout notre grand ami Mike Huval. Malheureusement, c'est sa dernière année. Oui, il ne pouvait pas courir encore, les term limited. Et ça fait qu'on doit beaucoup de reconnaissance à Mike Huval parce qu'il nous a obtenu de l'argent de l'État de Louisiane, 200 000 piastres l'année dernière, et on espère un autre 200 000 piastres l'année qui vient. Si on pouvait, pour terminer tous les travaux, il faudrait à peu près 1 million de piastres. On a déjà dépensé 1,5 million. Rien que la toiture, la couverture de la bâtisse a coûté 300 000. Oui. Tout coûte si cher aujourd'hui. C'est une grosse bâtisse, donc. Oui, plus que 30 000 pieds carrés. 34 000, je pense. Oui, ça peut... C'est presque trop gros. Oui. Mais on n'avait pas le choix, il fallait acheter. On ne pouvait pas acheter juste la moitié. Tu peux pas acheter une part. Non. Donc, ça va se faire avec Sam Oliver, qui est le directeur de ACA, Acadiana Center for the Arts, et Chad Lacombe, qui travaille ici dans la bâtisse, où se trouve et aussi le Acadiana Planning Commission, sur le deuxième plancher. Ils nous aident beaucoup et ils ont beaucoup d'expérience et d'expertise. Et ils savent comment avoir des crédits d'impôt, des tax credits. Ah oui. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est bien important. Ils savent comment avoir des grants de EPA pour... il y a de l'asbestos, de l'amiante dans le bâtiment. Oui, comme dans toutes les vieilles bâtisses. La bâtisse c'était bâti dans les 30, les 40, les 50. On est obligé de l'enlever. Et ça coûte bien cher aussi. Il faut des compagnies qui sont certifiées dans ce job-là. Juste pour ça, pour faire ça. Mais on va le faire. Et puis, on continue à travailler avec le Festival acadien créole, avec Barry Ancelet, avec le Festival international de Louisiane, Scott Feehan. Ils font un bon job, mais ils ont besoin d'aide aussi. Il faut beaucoup de volontaires. On a de la chance d'habiter dans une ville où il y a beaucoup des festivals et des activités. Le week-end dernier, partout où j'allais à Lafayette, il y avait une activité avec des musiciens, du manger, il y avait la compétition pour le meilleur boudin au parc ici, le parc international, samedi dernier, le meilleur bacon aussi, meilleur lard. Tout. C'est tout. Ça fait pour... Il y a longtemps vous êtes ici, mais quand vous êtes venu ici de la Belgique et Congo, qu'est-ce que vous avez trouvé plus intéressant dans Lafayette? Le manger, la musique, le monde, qu'est-ce qui était si différent que la Belgique et l'Afrique? Je crois que c'était le monde. Je crois que c'était le monde est si vaillant, et surtout les personnes âgés, du troisième âge. Je me souviens bien d'une expérience personnelle que j'avais jamais vue ailleurs. Un jour, j'étais dans mon automobile sur la rue Congress et... J'étais dans un parking lot à côté de la rue Congress et je m'arrête avant de monter sur la route, Congress. Et là, quelqu'un qui est venu s'est arrêté pour me laisser passer, sortir du parking pour me laisser. J'avais jamais vu ça ailleurs. Normalement, on attend son tour et quand il n'y a personne qui vient sur la rue, j'avais jamais vu ça ailleurs. C'est différent aujourd'hui. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui a changé. Malheureusement, le trafic a changé, mais aussi les conducteurs des automobiles. Oui, on est trop pressé. Trop pressé et je trouve que le monde à Lafayette ne conduit pas trop bien. Non. C'est un mélange de personnes qui conduisent trop lentement ou trop vite. Et ça crée... les rues sont pas droites. Et les rues sont pas droites non plus. Si tu
quand tu croises un autre, Ouais. le nom va changer. Ça fait un peu spare, bien léger. Oh oui, c'est vrai. Vous vous souvenez, il y a quelques années, ils avaient mis des caméras sur les feux Oui. rouges, Oui. la lumière. Oui. Ils les ont enlevés parce qu'il y avait trop de monde qui allait dans la cour en justice pour protester s'ils avaient un ticket. Ben, depuis lors, on voit beaucoup de Oui, conducteurs oui. qui passent pas seulement à la lumière orange, mais au début de la Oh, oui, lumière rouge aussi. c'est bien rouge. On voit ça tout le temps, malheureusement. On fait attention. Ouais. Fait que je trouve que le trafic a beaucoup changé et pas pour devenir meilleur. Pour le mieux. Pas pour Pas le pour mieux. le meilleur. Non. Ça fait le monde. Et nous autres qui étaient élevés ici, on ne comprend pas comment on est différent. Oui. Oui. On croit que c'est comme ça tout partout. Oui. Le manger, la musique, le monde, on comprend pas. Et dommage, il y a un tas de nous autres qui n'ont jamais parti pour voir comment on est différent. Le manger est très différent du pays où je suis né et j'ai été élevé, la Belgique. Chez nous, c'est la pomme de terre. Oui, La base de la cuisine et du manger, c'est la pomme de terre. Ici, c'est le riz. le riz. Oui. On n'utilise presque pas des épices. La cuisine n'est pas aussi chaude, épicée Oui. en Belgique qu'ici. Il y a beaucoup de différences. Le boudin n'est pas le même. Chez nous, c'est du boudin de sang, du boudin rouge, ou du boudin blanc, fait avec du pain et du fromage, et du lard aussi. Ah, Oui, vous n'avez jamais mangé non, du boudin mais j'ai blanc? jamais. Oh, c'est moi, j'ai- bien bon. C'est très bon. Mais le boudin ici est à base de riz aussi. Mais ouais. Ouais. Et c'est pas pour dire que c'est moins bon. J'adore la cuisine louisianaise. La cuisine d'ici est très bonne aussi, mais très différente. Mais moi, j'avais eu la chance d'aller en Afrique avant de venir dans la Louisiane. Et donc, j'avais mangé du riz en Afrique et aussi beaucoup d'épices. Oui. La nourriture est plus épicée en Afrique qu'en Belgique, un peu comme ici. Ah, ok, Ouais. ça fait. On c'était- appelait ça chez nous le pili-pili en Afrique, au Congo. Le Pili- pili-pili. C'était comme du piment rouge. Ah, oui, oui. Ouais. C'était. Le Congo était après vous préparer pour venir dans la Exactement. Louisiane. Et pour le Vous climat connaissez aussi, pas, pour la mais- chaleur aussi. La chaleur. Et oui. l'humidité. L'humidité. C'est pas comme ça à la Belgique, Non. c'est un petit peu plus froid. Ouais. C'est un petit peu plus froid. Ouais. Ça fait, on a à peu près 3 minutes qui restent. Ça fait une bonne histoire. Ça fait vous croire la future de la langue française, la culture de Cadien est fort et ça va. La culture, absolument. Mais est-ce que la culture peut bien survivre sans la langue, sans le français? On continuera à faire du boudin, ça c'est sûr. Oui, mais c'est oui. pas juste ça, la culture, c'est plus que ça. Et donc je crois que pour préserver la culture, il faut aussi préserver la langue. La langue. Et quand je suis bien encouragé de voir tous ces jeunes qui apprennent le français à l'école et qui le parlent. Il y a plus que 10 ans, on avait été invité dans une région près de Paris qui invitait des jeunes qui apprenaient le français un peu partout dans le monde. Et ils avaient invité 10 jeunes de la Louisiane et m'avaient demandé d'organiser ça. Ça fait que je suis parti à Paris avec ces jeunes et avec quelques mamans pour accompagner ouais, les jeunes. ouais. Il n'y avait aucune des mamans, peut-être une qui parlait quelques mots, mais presque aucune des mamans qui parlait le français. Et tous les jeunes étaient des jeunes d'immersion qui commençaient à parler le français. Et j'ai vécu une expérience magnifique. Un jour, ils voulaient aller acheter des pâtisseries et du chocolat dans une pâtisserie. Et les mamans ne pouvaient pas comprendre ce que le boulanger ou la boulangère leur disait. Et c'était les enfants qui traduisaient pour les mamans. C'était magnifique de Oui, voir ça. voir que- Et qui disaient à la maman, he's saying this or she's saying Yes, this. yes. Okay, or it's going to cost so much Ouais. in euros. C'était déjà les euros au lieu des dollars, Ouais, des piastres. Et les mamans étaient si fières de voir que les enfants, leurs enfants, pouvaient les aider à comprendre ce qu'on leur disait en français, qu'elles ne pouvaient pas comprendre. Si fières de ça. Oui. Et ça m'a beaucoup encouragé. Je vous ai dit l'expérience d'il y a une semaine quand j'ai vu les enfants
qui posait des questions, qui demandait des questions oui. à ces musiciens français et qui comprenaient parfaitement, pas seulement comment dire les questions, mais comment comprendre les réponses des musiciens aussi. C'était bon qu'ils C'était étaient aussi magnifique de voir ça. confortables pour Très parler dans une autre ouais. langue. Mais Ça, avec, c'était à l'école Myrtle Place, qui est une école magnifique. oui, Vraiment oui, une bonne école. C'est bien intéressant. Ça fait à peu près 1 minute qui reste. On va vous remercier encore pour venir. Bien content de visiter. Avec et plaisir. Attendre tous les Vous faites un bon job avec votre programme. Je le regarde pas toutes les semaines, bien tous les merci. 15 jours. Oui, toutes les 2 c'est semaines. 2 fois par mois. 2 fois par mois, mais assez souvent, et vous faites vraiment un bon job avec ça. Notre vieil ami Alan Simon faisait aussi un bon job. Ouais, mais il faisait. Alan, lui, c'est un raconteur né. Oui. Il est incroyable. Oui, moi, je suis il pas pourrait assez parler bon des comme heures ça. et des heures et des Moi, heures. je ne pouvais pas prendre une heure juste moi. Il faudrait j'avoir de l'aide. Oui, Ça oui. fait, c'est bien bon, mais bien merci. Alan a gagné plusieurs fois le contest à Oui. Arnaudville des venteurs, menteurs et raconteurs. Raconteur, c'est lui, il est rose. Ça fait bien merci. On va être ici encore dans 2 semaines et on vous souhaite tout bon et de tout quelque chose va bon. Et le temps, c'était froid, là c'est chaud, mais on va toujours manger du gombo. Ça fait bien merci pour être avec nous autres et on va vous voir dans 2 semaines.